Et coucou tout le monde, une petite intro pour vous dire qu'il y a pas mal de choses qui se passent cette semaine, deux événements dans lesquels je vais organiser un stream. Le premier sera le jeudi 2 mai à partir de 20h30 où je vais participer au Mulligan Challenge numéro 4. Qu'est-ce que c'est? C'est un tournoi organisé par la Mulligan Web TV, donc une chaîne Twitch avec pas mal de gros joueurs de plein de teams différentes qui font du contenu sur leur canal sur une chaîne Twitch ensemble. Ils organisent des tournois, et pour une fois, je me suis dit que j'allais me laisser tenter et ne pas aller au tournoi hebdomadaire de Lyon où je vais tout le temps et aller tenter ma chance sur un tournoi en ligne. Je m'attends très clairement à être la mascotte qui va faire 0 victoire, full défaite et faire n'importe quoi, mais ça va être très drôle de faire ça et je vais donc streamer ma participation avec 2-3 petits trucs pour pas qu'on voit ma main, etc. Mais voilà, je vais mettre quelque chose en place pour que ce soit un peu rigolo et que potentiellement ça vous intéresse de regarder mon point de vue et ça finira sur YouTube derrière. Autre information derrière, surtout, c'est que ce vendredi 3 mai, à partir de 19h, nous allons enfin commenter les parties du Stitch Championship, donc du set Championship de Lyon. Donc le tournoi de 64 joueurs où j'ai pu enregistrer plein de games, on a du très très lourd, on a une demi-finale incroyable, incroyablement longue aussi, mais vraiment avec du gros niveau. Donc je vous conseille très vivement d'être présent vendredi sur ma chaîne Twitch à partir de 19h parce qu'on va avoir du lourd. En plus, on sera de nouveau avec Romuald et Astien afin de faire un contenu qualitatif et toujours d'essayer d'augmenter la qualité de ce qu'on vous propose. Donc voilà, pas mal d'annonces sur ce qui arrive. En tout cas, maintenant, je vous laisse avec le mois du futur qui vous parle des différentes cartes sorties. Bon visionnage. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Lorcana. On est là aujourd'hui pour parler de spoil, pour changer, ça va clairement être le gros focus des vidéos à venir. Moi qui pensais avoir une dizaine de spoils à révéler, en fait, le problème du compte-gouttes c'est que au bout d'un moment le vase il déborde et je me retrouve tout d'un coup avec 25 cartes. Bon là je les sors maintenant, il y aura toutes les cartes qui vont sortir mardi, jeudi, vendredi, parce que là on est mardi après-midi pour ceux qui regardent la vidéo. Et du coup, voilà, je referai une vidéo dans la semaine très certainement avec le reste des cartes qui auront été révélées durant la semaine. Toujours est-il que on a beaucoup de choses à voir ensemble. On a 25 nouvelles cartes et on a non seulement les nouvelles chansons qui se chantent à plusieurs, mais on a aussi la famille Madrigal et pas mal de cartes intéressantes de différents univers à voir. On a des trucs sympas. Il y a 2-3 trucs qui sont assez lourds, je pense, dans le metagame. Pas mal de choses qui sont en peut-être et pas mal de choses qui sont en pas ouf. Mais on va attaquer tout de suite avec la meilleure nouvelle chanson de très très loin parmi les grosses chansons, avec Second Star to the Right, la deuxième étale à droite, pour 10 non ancrables, avec ce nouveau fameux mot-clé Sing Together. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un moyen de chanter des chansons avec plusieurs personnages. Le chiffre que vous voyez ici en l'occurrence 10, c'est tout simplement le coût des personnages que vous devez incliner pour chanter cette chanson. C'est-à-dire que pour chanter Second Star to the Right, vous devez incliner un total de coups de 10 de personnages ou plus. Vous pouvez incliner 11 de coups, 12 de coups, etc. Donc 2 persos à 5, 2 persos à 6, 1 perso à 5 et à 6, 4 persos à 3, bref, vous faites ce que vous voulez, mais il faut que ça soit au moins 10. Pour cette chanson-là, bien sûr. Pour les autres, ça dépendra à chaque fois du chiffre. Et donc, qu'est-ce que ça fait de beau? Ça fait tout simplement piocher 5 cartes. Rendez-vous compte comme c'est fort. Vraiment, cette chanson-là va être jouée d'une manière sûre et certaine dans tous les decks violets. Vraiment, pour moi, quasiment tous les decks violets, il n'y en a pas un qui joue pas ça. Parce que, en fait, avoir 10 de quoi à table, ça se fait très simplement en rouge-violet ou en violet-gris. Parce qu'en violet-gris, tu as plein de personnages Floodborn ou de personnages à 5 tout court pour chanter des trucs et tout. Et du coup, avoir le nombre de coups nécessaires, ça suffit d'avoir 2 personnages. Ou genre une mime renard, on va dire une mime renard et 2 persos à 3, quoi. Donc clairement, c'est vraiment pas un problème en général d'avoir 3 persos à table qui coûtent 3 ou 4. Ou d'avoir 2 personnages qui coûtent 5 en gris-violet. En rouge-violet, c'est pareil. T'as ton Maui T5, il attaque un truc. Si jamais l'adversaire il fait rien de spécial, le tour d'après tu poses une Trémène ou une Médusa ou ce que tu veux, et le tour encore d'après, pouf, t'as les 10 quoi. Et t'as 2 personnages à table, t'as juste pas à réattaquer avec Maui. Et 5 cartes, c'est tellement beaucoup, rendez-vous compte, déjà que 2 cartes avec mes amis d'au-delà, ça peut changer la donne. 5 cartes, vous refaites une main quasiment, c'est vraiment super fort. Et évidemment,
Les joueurs de Jafar sont contents parce que maintenant ça veut dire qu'on peut jouer Jafar avec d'autres couleurs. Là où Jafar à 7 est jusqu'à maintenant joué uniquement en acier avec la combo rêve bleu, bah soit on joue les deux cartes et évidemment c'est la folie, soit on peut aussi essayer de jouer Jafar avec pourquoi pas du bleu pour essayer d'avoir du ramp ou d'autres couleurs pour essayer d'avoir des trucs intéressants. Et de toute façon, on aura cette carte là pour piocher 5 cartes d'un coup. Il suffira d'avoir Jafar et un perso à 3 pour chanter ça, c'est évidemment super fort. Vraiment, grosse carte, je la vois très clairement être jouée dans plein de decks. 10 de coups, c'est pas tant que ça. Et en plus, même pour des decks qui ont tendance à monter beaucoup en encre, même gris-violet, avec les rêves bleus et tout, ça monte beaucoup en encre. Donc il y a clairement de moyen de jouer même naturellement s'il faut pour se refaire une main qui t'a perdre un tour. Vraiment, énorme carte. La deuxième chanson, c'est Lokadzis Family, la famille Madrigal, hein, la chanson d'entrée, si je me trompe pas. Ah, peut-être pas. Peut-être la chanson de fin, je sais plus, mais bref, la chanson de Encanto. Pour 7, ancrable ce coup-ci, Sing Together 7, donc on peut chanter cette chanson à plusieurs avec un coup de 7. Et l'effet est plutôt pas mal quand même. On regarde les 5 premières cartes de notre deck, on révèle jusqu'à 2 cartes de personnages qu'on met dans notre main et on met le reste en dessous du deck. C'est pas trop mauvais, mais c'est quand même assez cher. Dans l'idée, c'est un peu l'équivalent de C'est la fête, mais sur un peu plus de cartes et qu'on fait 2 fois sur les mêmes cartes. Sur 5, en fait, ce qui m'embête un peu, c'est que sur 5 cartes, on n'aura potentiellement pas tant de choix que ça pour les personnages au final. Et c'est un peu dommage parce que c'est tout l'intérêt de la carte, c'est d'avoir du choix sur les personnages qu'on a. Alors, par exemple, un deck Mufasa, lui, va être super content parce qu'il va avoir beaucoup de choix, vu que sur 5 cartes, il y aura sûrement 4 personnages minimum, voire même très souvent 5, donc on aura un peu de choix. Pour les restes des decks, je la vois pas trop être jouée. Il faut vraiment un deck avec beaucoup de personnages pour être sûr de maximiser la chance d'avoir 2 personnages à chaque fois et d'avoir un peu de choix. Donc, à voir. C'est clairement pas celle que je préfère. Under the Sea, c'est la deuxième chanson pour moi qui a le plus gros potentiel. Vraiment, encore une fois, 8 non ancrables, parce que c'est émeraude, faut pas déconner. Sing Together à 8, donc, et on remet en dessous du deck adverse tous ces personnages qui ont 2 d'attaque ou moins. Là, tel quel, ça vend pas du rêve, parce que, bah, en fait, pour la chanter à 8, il faut avoir pas mal de personnages sur le board, et si on a pas mal de personnages sur le board, ça veut quand même dire, en général, que l'adversaire n'aura pas beaucoup de personnages à 2 d'attaque ou moins. Maintenant, entre Kida ou alors Lost in the Wood, on a des combos assez sympathiques qui certes commencent à coûter un peu cher, où on peut commencer à avoir pas mal de personnages en face qui n'ont pas assez de force du tout pour résister à ça. Et du coup, si vous arrivez à sortir dans le même tour le fait de poser Kida ou Lost in the Wood et Under the Sea, c'est un race board que pour l'adversaire. Parce que vraiment, si vous jouez Kida, que vous mettez 3 de force en moins à toutes les cartes adverses, 90%, 99% des cartes du jeu, ça dégage. Ça va avoir moins de force, avec Under the Sea, d'ailleurs, c'est géré. Maintenant, le défi, c'est d'avoir 8 de coups à table, tout en pouvant poser Kida, le même tour. Plus Under the Sea, c'est beaucoup de conditions, mais le résultat, il est carrément ouf. C'est un raceboard voilà, incroyable. Donc, à voir ce qu'on peut faire avec, je suis assez curieux de voir. À noter quand même qu'en jaune, on a vu la fameuse Ariel qui est Meloman 7. Elle va être très utile pour chanter ses grosses chansons, et genre typiquement en jaune-vert, vu que justement je parlais de Kida et de Lost in the Wood, et bien clairement, avec l'Ariel à 7, on pourrait chanter Under the Sea plus facilement, et du coup ça serait bien plus simple de poser une combo du genre. Pirate's Life, une carte qui a un peu de potentiel, mais à mes yeux pas assez. 6 ancrables, Sing Together 6, donc on chante ça pour 6 de coups de personnages. Déjà, ça veut dire qu'un perso à 6 peut la chanter tout seul. Là, on commence à être dans les cartes qui sont pas si chères en soi. Et des persos à 6, on en a. En rouge, clairement, entre Tremen, In, Medusa, etc. Bref, on a des persos à 6, c'est pas un problème. Chaque adversaire perd 2 de l'or et vous gagnez 2 de l'or. Alors déjà, c'est plutôt intéressant pour les formats de contre 2 ou multijoueurs, parce que ça fait vraiment un taf de ouf. Maintenant, si on la prend en solo, je suis pas ultra fan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si j'essaie d'imaginer un deck qui veut jouer ce genre de carte là, genre typiquement un rouge-violet ou un truc comme ça, je me dis, quel personnage à 6 En fait, plutôt, quelle carte on enlève dans le rouge-violet pour jouer cette carte-là ? Moi, c'est mon gros problème, c'est, oui, ok, c'est pas mal, tu fais chanter ça avec un perso à 6, tu mets moins 2 en face, tu gagnes 2 pour toi, c'est du gain de l'or sans que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit, rien que ça c'est fort, en plus de ça, tu lui enlèves du lore, donc tu ralentis vraiment l'adversaire, 2 c'est pas rien quand même, donc faut quand même faire attention. Maintenant, le problème que j'ai, clairement, bah, on enlève quelle carte ? Comment ça rentre dans le deck rouge-violet, ça ?
tu, tu peux pas enlever de trucs vraiment sans réduire le côté contrôle du deck, et du coup, pour moi, c'est très compliqué à rentrer. Alors peut-être qu'il y a des deck builders de génie qui vont essayer à la rentrer en x2 et faire des miracles avec. Moi, là, tel quel, je vois vraiment pas ce qu'on enlève dans le deck rouge-violet pour jouer un truc comme ça. Je trouve que le contrôle du board est trop important, la pioche est trop importante, bref, il y a tout qui est trop important, et du coup, bah, ça combote pas si bien que ça, malheureusement. Donc, je suis pas emballé, c'est pas tant que la carte est mauvaise, c'est juste que je la vois pas rentrer dans les builds actuels dans l'Arcana. Peut-être des trucs ultra contrôle, peut-être que ça existera un jour, hein, que ça sera joué, mais là, tel quel, à voir. C'est pas une mauvaise carte, juste je trouve pas de place. Chanson bleue du coup, chanson saphir, Dig a Little Deeper, 8 non ancrable, Sing Together 8. Et elle est vachement plus intéressante que... ah, comment elle s'appelle Lucas Di Savini. Parce que, certes elle coûte plus cher, et elle est non ancrable, mais on regarde les 7 premières cartes, déjà, pas que les 5, et on en met 2 dans la main. Ça peut être autre chose que des personnages, ça peut être n'importe quoi. Du coup, non seulement on regarde en plus de cartes, mais en plus on n'a pas de restriction au niveau du choix. Du coup, on est sûr de prendre les 2 cartes sur 7 qui nous arrangent le plus. Parce que typiquement, Family, c'est les 2 personnages qui nous arrangent le plus. Mais peut-être qu'on voulait une chanson, ou un objet, ou un lieu. Non, non, là, tu choisis ce que tu veux. Donc si jamais tu veux prendre tes grosses cartes, tu peux. Si tu veux prendre les lieux, si tu veux prendre tes libérés délivrés, si tu veux prendre tes Lucky Dime, bref. Tu peux prendre ce que tu veux. Et je trouve du coup cette chanson assez intéressante, d'autant plus que dans les decks bleu-gris ou les decks bleu-rouge, on a des gros persos. 8 de coups sur le board, ça s'atteint assez facilement. Et donc ça peut faire un bon moyen d'aller chercher nos bonnes solutions. Quand même, 2 cartes sur 7 cartes, c'est vraiment un bon outil pour chercher des combos. Attention. Typiquement, si on voit une glace à l'eau, un Flaversham, bah voilà, déjà, c'est super efficace, rien que ça, d'aller chercher ça. Donc, certes, c'est que 2 cartes. Donc, mes amis d'au-delà, je pioche autant de cartes. Mais là, c'est 2 cartes qu'on choisit sur 7. C'est vraiment très intéressant. La pioche sélective, c'est très fort dans un jeu où on a peu de cartes partout. Et la dernière chanson, qui à mes yeux aussi la moins bonne, pour 10, The Mob Song, déjà 10, bon le coup est énorme, il faudra un effet de ouf, genre piocher 5 cartes, et ici l'effet n'est pas si incroyable. On choisit jusqu'à 3 cibles, entre des personnages et des lieux, et on leur met chacun 3 dégâts. Attention, on ne peut pas choisir plusieurs fois le même personnage ou même lieu. On ne peut pas dire je mets 9 dégâts à une carte. Non, c'est on inflige 3 dégâts jusqu'à 3 cibles, personnages ou lieu. Grosso merdo. Et du coup, bah en fait c'est pas ouf. Parce que bah 3 dégâts, ça aurait été 4 dégâts, j'aurais peut-être réfléchi, mais là tel quel 3 dégâts, 9 dégâts pour 10. Je veux dire, certes ça coûte une carte de plus, mais on préfère carrément chanter 2 fois tuant la bête. Parce que ça fait 4 dégâts à tout le board. Là, ça fait 3 dégâts à 3 cibles. Franchement, je suis pas du tout emballé. Je trouve que cette carte, elle a vraiment un ratio coût-efficacité flingué. En plus, c'est non ancrable, en plus, c'est méga cher. Alors, encore une fois, en gris 10, c'est pas trop gênant parce qu'on a tellement de personnages à 5 et à 6 super intéressants que les garder en jeu, souvent, on arrive à en avoir 2 et à en faire quelque chose derrière. Maintenant, bon, bah, pas emballé du tout. On a fini les chansons, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que il faudra beaucoup de personnages sur le board, donc l'Orcana n'est pas un jeu qu'on sera à board, mais par contre, c'est un jeu où on peut avoir 2 personnages forts en jeu assez facilement, et du coup, ces chansons-là sont jouables. Clairement, la violette et la verte sont incroyables, la bleue est jouable, la rouge est ok, mais il faut trouver le bon deck, la grise est nulle, la jaune, elle est pas assez forte pour le jeu. Voilà. Et je fais une petite addition entre parenthèses un peu plus tard pour juste parler du fait que ces grosses chansons sont complètement jouables avec cette Mulan que tout le monde a oublié, qui permet de jouer les chansons gratuitement. En gros, elle regarde la carte au-dessus du deck, et si jamais c'est une chanson, elle la joue gratos. Donc pouvoir jouer des chansons à 10 gratos grâce à elle, ça pourrait être un super ajout, ça pourrait être une mécanique très intéressante, même si, il faut l'avouer, ça reste quand même un petit peu random. Voilà. On continue avec le reste des spoils, et ensuite on a eu Elsa, pour 3 non ancrables, Elsa Stormchaser, 1-4 avec 1 de l'or, et avec une capacité qui permet de l'incliner pour donner Challenger 2 et charge, donc offensif 2 et charge, à un personnage. C'est une sorte de montre de poche plus parce que non seulement on va donner charge, mais on va aussi donner offensif 2, et en bonus, bah ça coûte pas d'encre. Alors,
Ça fait beaucoup non ancrable, mais dans un deck balai. Dans les fameux decks balai, où on veut donner charge au balai, parce qu'avec les Mickey, si on donne charge au balai, on peut taper directement, les remonter en main et les rejouer pour pas cher. Il y a peut-être quelque chose à faire, d'autant plus qu'il y a une autre Elsa à 3 qui permet d'incliner les personnages en face, comme ça on peut trouver des cibles. Et comme ça nous ferait 2 Elsa pour jouer la grosse Elsa à 8, histoire d'avoir un gros alter de fin de partie pour finir les games. Je trouve ça plutôt intéressant personnellement, maintenant il faudra voir. Mais il y a des choses à faire. En violet, de toute façon, commence à y avoir tellement de cartes qui permettent d'incliner l'adversaire ou de donner charge que ça va devenir une vraie bonne couleur de gestion de perso adverse, mais évidemment en attaquant. Donc certes, on n'a pas de feu de dragon, certes, on n'a pas de choses comme ça, mais il y a des choses à faire. Et après une petite pause coup de téléphone rapide, on continue les spoils avec The Wall. Pour 4, 2, 8 comme lieu, donc 2 pour rentrer dedans, même si ça a un intérêt quand même, donc ça va être important. Et 8 pour ses points de vie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a enfin un effet de protection des lieux. J'en parlais dans la vidéo précédente, il y a plein de lieux. Leur problème, c'est que vu qu'ils ne sont pas protégés, on va clairement les cibler et du coup, ils n'auront plus d'effet. Et donc, c'est des lieux un peu win-more, dans le sens que c'est des lieux qui fonctionnent que si on a déjà un avantage certain sur la partie. Du coup, on a peut-être besoin d'autres cartes plutôt que des trucs qui fonctionnent que quand on gagne. Cette carte-là est intéressante parce que du coup, on va pouvoir protéger les lieux. Tant qu'on a un personnage incliné sur The Wall, les autres lieux ne peuvent pas être défiés. Et ce qui est intéressant... Alors attendez. Si on a 2 persos sur 2 The Wall différents, les 2 The Wall sont pas attaquables. Ah, ça c'est intéressant parce que du coup... Si jamais on met 2 persos sur 2 The Wall différents et qu'après on bourre de rempart, ou juste si on met des insaisissables sur The Wall, ah, il y a des trucs à faire en vrai, j'avais pas pensé à ça. Bon, le problème étant que, en gris, les lieux n'ont pas beaucoup de lore. On n'a pas de lieu à de l'or mémoire, on en a quelques-uns, mais c'est pas grand chose non plus. Donc il faudrait une autre couleur avec soit aussi du rempart, soit des insaisissables, et des lieux qui ont 2 de l'or ou plus, pour que ça devienne intéressant. Bon, il commence à faire pas mal de conditions. Il y a peut-être un truc à faire avec cette carte, en tout cas, il y a une possibilité. C'est un peu comme Mergotel, je sais que je reviens souvent à Mergotel et j'arrive à la caler dans chacune de mes vidéos, mais l'idée c'est que c'est une capacité qu'on ne voit pas autre part dans le jeu, et c'est une capacité qui peut causer des problèmes, qui peut être jouée, enfin, qui peut faire des choses à table, on peut jouer autour, on va dire, on peut créer des choses autour de cette capacité. Celle-là aussi, maintenant, il faudrait voir le bon deck avec le bon nombre de remparts, les bons lieux à l'or, mais voilà. Typiquement, on met des lieux à l'or à côté, on met des remparts, et YOLO, vraiment juste, on bourre les lieux qui, eux, feront du lore. On joue des remparts qui, eux, protégeront les The Wall, qui protégeront les lieux, etc. Il y a des trucs à faire. Il y a peut-être un deck à faire, justement, le fameux deck rempart avec Petit Jean, typiquement, où on aurait plein de persos remparts avec des bonnes stats, machin. Peut-être en bleu-gris en vrai. Comme ça, avec bleu-gris, imaginez. Je suis en train d'imaginer en même temps, mais imaginez en bleu-gris, on joue The Wall, on joue des lieux comme le manoir de Picsou et des lieux qui font du lore. Et on joue les fameux Cogsworth, donc les fameux Big Ben, pour donner résistance à nos personnages remparts. Comme ça, ils sont vraiment durs à défoncer avec Petit Jean, etc. etc. Il y a peut-être quelque chose à faire. En plus, on a du ramp pour essayer de jouer vite tout plein de cartes du genre. À voir, à voir. Il y a peut-être une idée à touiller là-dedans. Je vous laisse réfléchir à ça. Impérial Proclamation. Ça, c'est une des très bonnes cartes des spoils qui ont été révélées. Et pourtant, ça paraît bête. Un objet à 1, bon, on se dit, bon, bof et tout. Mais en fait, non, c'est trop fort. Quand un de vos personnages en défie un autre, vous payez 1 de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci. C'est-à-dire qu'en rouge-violet, plutôt que jouer des T1, vous jouez ça au T1. Et au T2, vous jouez un personnage T2. Et au T3, vous allez jouer votre mime, attaquer, vous pouvez rejouer un T1. Et si votre mime reste en vie ou si vos d'autres personnages restent en vie, de manière générale, vous pouvez jouer des grosses cartes très rapidement en attaquant des personnages adverses. Donc dans les decks qui ont des gros personnages ou des personnages avec charge, ça peut être très efficace. C'est une espèce de lanterne. Je vais pas dire plus parce que il faut attaquer. Donc si jamais il n'y a pas de cible légale en face, bon bah ça sert à rien. Mais ça c'est un truc qui est horrible quand t'es en face. Parce que quand t'es en face, tu dis si je pars à l'aventure, l'adversaire il va m'attaquer, puis il va jouer un truc énorme. Il va peut-être jouer une Madame Medusa ou une Trémène vachement plus tôt. Il va peut-être jouer Maléfine Dragon plus tôt. Il va peut-être jouer Maui plus tôt.
Bref, il y a plein de choses à faire et je pense que c'est clairement une carte qui peut rentrer dans les decks rouge-violet et peut-être même dans d'autres decks rouges pour faire un gros outil d'économie, un gros outil de tempo. Vraiment, carte très intéressante qui arrive très tôt. Et du coup, c'est compliqué parce qu'en plus, on peut pas la gérer avant le trait 3 ou T2 si on joue vert et les bonnes cartes, mais bref, vraiment pas simple. On continue sur les cartes de l'univers de Mulan avec Ling. Alors Ling pour 3-3-3 avec un bonus de plus 1 attaque au héros. Alors, il y a d'autres cartes qui vont commencer à jouer sur les héros. Et mine de rien, des héros, il y en a beaucoup dans l'Arcana. Donc ça peut devenir intéressant. Maintenant, un d'attaque, c'est vraiment pas ouf. C'est comme le Grand-Duc, hein, c'est donner un d'attaque, franchement c'est nul. On préférait un point de vie ou un de l'or. Là, plus un attaque, donc ça sera pas joué. On va pas se mentir, ça sera absolument pas joué. Après, ça fait des decks à thème. On peut jouer plein de héros et faire des trucs. Voilà, en deck à thème un peu fun, il y aura des trucs à faire, mais en compétitif, clairement, ça ne sera pas joué. Autre personnage lié à l'univers de Mulan, Xianpo, qui a des stats incroyables. Pour 5, 4-7 rempart, c'est vachement cool. 4-7, c'est vraiment des stats idéales pour un perso à 5. Pourquoi ? Parce qu'avec 7 points de vie, il résiste à Maui qui pourrait arriver le même tour si jamais l'adversaire est deuxième joueur. Et avec 4 d'attaque, il esquive la Médusa que l'adversaire pourrait jouer si jamais il est premier joueur, tour d'après à 6. Clairement, Xianpo, super bien parce que c'est très difficile à le gérer le tour où il arrive en jeu, donc il peut très bien protéger des choses du genre El Famoso Château. El Famoso Mur, pardon. D'ailleurs, il est dessus sur l'image. Peut-être qu'il est. Mais voilà, il y a des choses à faire. C'est dommage qu'on n'a pas le troisième de la bande, mais peut-être parce que c'est une carte qui va être rare ou super rare ou un truc comme ça, sera assez rigolo, vu que là on a une unco et une commune à voir, ça peut être sympa. Et on va attaquer le tunnel, le gros tunnel de cartes de... ah non, pardon, il en reste un de l'univers Mulan. Shifu, mitigé, c'est cette carte, si vous l'avez. Pour 3, ancrable, 0,5, tant qu'il n'a pas de dégâts, il a plus 2 de l'or, donc c'est une 3 de l'or en gris. Et encore une fois... À force de mettre des personnages avec 2 de l'or ou 3 de l'or en gris, et vraiment le deck rush gris-violet, il va revenir, c'est sûr. Je vais en remonter un jour et ça va être un massacre. Vraiment, si l'adversaire n'a pas de quoi rusher au début, ça peut être vraiment super fort. Bref. Tout ça pour dire que Shifu, c'est intéressant, faut du rempart à côté, ou alors du soin aussi, ça pourrait très bien marcher. Mais quand même, avoir un 3 de l'or potentiel, ça peut aller très très vite. Il a 5 de vie, l'adversaire va sûrement se dire « Ah, je vais juste l'attaquer à 3 avec un truc et derrière, il fera plus rien. » Bah en fait, si derrière tu as une réponse ou un truc qui le soigne, bah ça peut être très intéressant. À voir. Vision Slab. Alors, pour 3, en émeraude, une carte qui peut être intéressante, mais au final, j'en suis pas très fan. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est un objet, au début de votre tour, si un personnage adverse a des dégâts, vous gagnez un de l'or. Attention, encore une fois, c'est une seule utilisation au début de tour, c'est pas un truc qui se trigger plusieurs fois. C'est au début du tour, s'il y a au moins un personnage adverse avec un dégât, vous gagnez un de l'or. Vous gagnez pas un de l'or par personnage adverse qui est endommagé. Très attention au niveau du wording. Et en petit effet bonus que les jetons de dégâts ne peuvent pas être enlevés, ce qui veut dire que les effets de soin, donc qui retirent les jetons de dégâts, ne marchent pas, mais aussi que les effets qui les déplacent ne marchent pas vu qu'on peut pas les enlever. Donc, intéressant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette carte ? Ça veut dire que si vous jouez un deck avec des dégâts directs, vous pouvez laisser des personnages adverses endommagés et gagner du de l'or au début de votre tour. Je vois 2 problèmes à ce genre de carte. Le premier, c'est qu'en fait, les personnages adverses, on n'a pas envie de les blesser. Ou alors si on les blesse, c'est pour faire des effets, mais on veut pas les laisser blesser, on veut les achever, on veut les bannir durant notre tour. On veut pas les laisser en vie derrière, parce que bah, justement, c'est pas ouf. Donc, c'est déjà compliqué à ce niveau-là. Deuxième problème, c'est que il faut attendre le début de notre prochain tour. Donc même si jamais on blesse les personnages adverses, si jamais ils viennent s'écraser sur nos personnages et qu'ils se font bannir, bon, on gagnera pas de l'or. Du coup, vraiment cette carte-là, je ne vais pas être utilisée. L'effet est pas déconnant, mais si ça avait été à la fin du tour, ça aurait été vachement plus intéressant. Là, ça laisse à l'adversaire un tour pour essayer de s'en sortir, soit de se soigner, soit de sacrifier ses personnages. Bref, il y a trop de moyens de s'en sortir et que ça fasse pas grand-chose. Et donc, maintenant, voilà, on est vraiment dans le tunnel Madrigal, avec le Business Lab avant, et maintenant avec Peppa Madrigal, et non pas Peppa Pig, bien entendu. Pour 5 non ancrables, 1-5, 1 de l'or, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez incliner un personnage adverse, et ce personnage ne peut pas se redresser jusqu'au début de ce prochain tour, à moins qu'il soit dans un lieu. Alors, pourquoi dans un lieu ? Parce qu'elle fait du mauvais temps, c'est rigolo, si dans un lieu il est protégé du mauvais temps, voilà, c'est vraiment pour le lore pour moi, ce petit truc-là.
C'est une sorte de mini Elsa, parce qu'au final on a moins de stats, clairement moins de lore, et on touche un seul personnage, mais on fait quand même le même effet, plutôt dans la partie. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage qu'on va gérer en face, on le gère pour 2 tours au final. Ou tout du moins, on le gère pour 1 tour, et on peut l'attaquer pendant les 2 prochains tours. J'aime plutôt bien ce genre de capacité. Maintenant, 5 moments crables, c'est très cher pour ce genre de capacité. Et autant j'adore l'inclinaison en violet, clairement, mais en fait, le fait de pas qu'il puisse pas se redresser au début du prochain tour, c'est pas tant rentable que ça, parce qu'en plus, vu qu'elle coûte 5, on pourra pas jouer grand chose à côté. Donc, très clairement, on préfère Pinocchio à 2 de très loin dans 90% des cas. Et du coup, malheureusement, Peppa Madrigal, je la vois pas être jouée. À moins qu'il y ait des trucs de ouf sur les Madrigals, mais pour l'instant, on n'en a pas vu. On enchaîne avec le retour de Bruno, qui est une sorte de partir là-bas amélioré, dans le sens que ce n'est pas une chanson, mais il permet de soigner 2 dégâts tout en remontant un personnage de votre défausse dans votre main. Alors remonter un personnage de défausse dans la main, déjà c'est un effet quand même assez intéressant, on peut récupérer un peu ce qu'on veut et donc potentiellement des grosses cartes. Les deux soins en plus sont sympatoches mais sans plus. Pour moi c'est très simple, si partir de là-bas n'est pas joué compétitivement, le retour de Bruno non plus ne sera pas joué compétitivement. La grande différence, c'est que partir là-bas, vu que c'est une chanson, on garde de quoi jouer les personnages le tour même si on le chante. Ici, ça n'arrivera jamais, donc il faut avoir 2 d'encre de plus que le personnage qu'on veut jouer. Ça commence à être compliqué niveau tempo. On enchaîne avec Camillo Madrigal, qui est vachement cool quand même comme personnage. Et pour 4, 2, 5, avec un de l'or. Mais au début de son tour, on peut choisir entre 2 possibilités. La première, c'est que ça devienne une 2-5 de l'or. Ce qui est un peu en deçà niveau stats quand même. Et la deuxième, c'est que ça devienne une 4-5 avec 4 d'or. Ce qui fait des stats ok. Clairement, j'aurais préféré qu'il soit 3-5, parce que ça aurait fait le choix entre 5-5, un de l'or, pour aller fracasser des trucs en face, ou alors, ça aurait été une 3-5 de l'or, ce qui aurait fait l'équivalent d'une 4-4 de l'or, et du coup, ça aurait été plutôt ok. Là, tel quel, je trouve qu'il lui manque un tout petit peu de statistiques pour être vraiment rentable. J'aime bien le fait de pouvoir choisir quand même, parce que du coup, selon où on a l'adversaire, on peut vraiment faire le tour du mieux qu'on peut. Maintenant, encore une fois, les Madrigals, à moins qu'il y ait des gros effets dessus, là tel quel, je suis pas ultra fan. Et là par contre, 4 incroyable. Attention, alerte banger comme ils disent. Pour 5, 3, 4, 1 de l'or, évasif, 4 de vie, évasif déjà, on sait que le personnage va être embêtant et qu'il va être dur à gérer. Avec 2 capacités intéressantes pour cette Isabella Madrigal. La première dit que tant que personne est parti à l'aventure durant votre tour, elle a plus 3 de l'or, ce qui en fait un personnage à 4 de l'or. Attention, ceci fonctionne avec le sous-fétiche. C'est un personnage à 4 de l'or qui se joue avec le sous-fétiche. Petit rappel, le fameux sous-fétiche qu'on pourrait jouer avec Mystique. Moi je dis ça, je dis rien. Même si le combo des 3 ensemble n'irait pas bien, mais bref, c'est l'idée. En tout cas, ça fait une cible supplémentaire pour le sous-fétiche. C'est-à-dire que soit le sous-fétiche et Isabella sont en jeu et du coup le sous-fétiche fera 4 grâce à Isabella, soit il y a Mystique et sous-fétiche en jeu et auquel cas le sous-fétiche il fera du lore et surtout Mystique en fera beaucoup. Bref, il y a des trucs à faire. Par contre, la deuxième capacité, justement, c'est ce qui fait que Isabella et Mystique ensemble ne marchent pas très bien. C'est que si jamais Isabella part à l'aventure, vos autres personnages ne peuvent pas partir à l'aventure. Donc Isabella, c'est un peu un perso évasif à 4 de l'or, qui va être le seul à partir à l'aventure. Et en fait, au début, on se dit, ouais, bon, c'est un peu embêtant, parce que 4 de l'or, tout seul et tout. Un évasif 4 de l'or qui part tout seul, ça veut dire que vos autres personnages, ils peuvent se concentrer sur l'éradication du board adverse. C'est méga fort. Rouge-violet, ça se joue. Violet-gris, ça se joue. Violet-bleu, ça se joue. Ça se joue dans toutes les couleurs, parce que clairement, vos autres personnages qui pourront s'occuper de gérer le board adverse, elle va faire 4 de l'or par tour. Et vous savez en combien de tours on gagne avec un personnage à 4 de l'or? En 5 tours, même en faisant rien d'autre. Donc clairement une plaie à gérer. Fort heureusement que 3 d'attaque. Donc on peut la jouer à la gérer à Nubisa. 4 de vie, ça évite le smash, ça évite pas mal de personnages insaisissables qui tapent à 3. Mais ça n'esquive pas le Zeus, donc Zeus encore une fois va être très important. Bref, personnage ultra intéressant qui va très très vite en lore à elle toute seule. Et qui permet au reste du board de se concentrer sur autre chose. Vraiment, j'adore cette carte, je la trouve incroyablement puissante. Et enfin, la fameuse Casa Madrigal, la fameuse maison, la casita. Pour 1 de coups pour entrer dedans et 6 de vie. Et au début de votre tour, si vous avez un personnage ici, vous gagnez 1 de l'or.
Encore une fois, je le répète, ce n'est pas cumulable. Si vous mettez 6 persos dessus, vous ne gagnez pas 6 de l'or. C'est cette capacité qui se déclenche une fois. Si vous avez au moins un personnage, ça fonctionne. Donc un lieu 1-6 qui fait du lore mais qu'à condition d'avoir des personnages dessus. Dans un sens, je préfère les lieux 1-4 qui font du lore tout court parce qu'au moins vous êtes sûr d'être tranquille. Ici, le problème de la Casa Madrigal, c'est que le premier tour elle fera absolument rien, que le deuxième tour, il faut jouer un personnage à 1 et le mettre à 1 dessus. Un peu une perte de tempo quand même. Je suis pas vraiment le plus grand fan. Maintenant, la chose qui est vraiment intéressante quand même, c'est que on peut mettre un perso dessus et tant qu'il est dessus, la maison fera du lore. Donc, pas besoin d'incliner le personnage. Le problème, c'est que la maison avec 6 de vie, elle va quand même se faire étamer très rapidement si vous faites que poser des personnages qui font rien. Donc, Casa Madrigal, pas foufou, je trouve. Pas assez intéressant. On continue avec le reste des petits spoils, sans forcément d'univers lié. On a un Benja pour 4, 5, 3 avec un de l'or, c'est l'équivalent de Horace, je crois, si je me trompe pas, en émeraude. Je sais plus si c'était bien Horace, mais je crois que c'était ça. Oui, c'est parce que l'autre c'est déjà ça, donc c'est Horace. En émeraude pour 4, 5, 3, pas ouf. Ah non, c'est l'équivalent de Scar, pardon. Horace, il avait quoi comme ça? Attendez, je me renseigne sur... à côté, parce que j'ai Pixelboard ouvert, au cas où, pour éviter de dire n'importe quoi en plein live. Non, c'est pas l'équivalent d'Horace, parce qu'Horace, pour 3, il est 4-3. Ici, pour 4-5-3, donc c'est l'équivalent de Scar du chapitre 1. C'est la même carte. Bon, il y aura peut-être des mots-clés un peu différents avec Mentor et des trucs comme ça et tout, mais clairement, c'est pas ouf du tout. Rien à dire, pas intéressant. Carte Vanilla, voilà, pas ouf. Pour 1, la Vitalisphère, on peut la jouer donc pour 1, un objet, et ensuite on peut la sacrifier, le bannir en payant 1 en plus, et on donne et charge et plus 2 d'attaque à un personnage pendant ce tour. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas offensif, on donne plus 2 d'attaque, donc déjà, les effets qui se déclenchent par rapport à l'attaque de notre personnage, ça fonctionne. Ou alors les effets, voilà, les effets qui se déclenchent du genre le Snuggly Duckling, ou alors les effets à la Li Sheng qui donnent du lore en plus, ou alors le truc qui disait que si t'as le plus gros perso ça fait un effet, bref, il y a des trucs comme ça, bref, je sais plus si c'est des cartes révélées ou pas, donc je vais me taire. Mais voilà, il y a des choses intéressantes à faire avec. Maintenant, le problème c'est que bon, bah c'est un objet, ça se bannit en rouge, on a peut-être mieux à faire, genre le fameux décret impérial qu'on a vu plus tôt. Pour 8, John Silver, c'est Maui à 8 en acier, mais du coup en saphir. Saphir qui a des 3 de l'or, ça me choque pas trop qu'ils aient un 8-8 pour 8 avec 3 de l'or. Comme tous les John Silver, il y a 1 milliard de mots-clés, donc il y a peut-être des choses à faire. Maintenant, tel quel, bon, sans plus, quoi. Des 3 de l'or, il y en a d'autres, des moins chers. Les 8 de vie, le 8-8 est assez intéressant quand même, mais bah, je sais pas, en bleu-gris, tu joues pas Maui, je vois pas pourquoi ça serait joué, et à part en bleu-gris, je vois pas comment tu joues cette carte, donc bof, je suis pas ultra fan. Le RLS Legacy Scanner. Comment faire un pistolet en plasma qui aurait pu être mieux, mais en fait non. Alors, un objet pour 3 d'encre non ancrable. Le problème de cet objet, très clairement, bah en fait, c'est que il faut défausser une carte pour que ça fonctionne. Si jamais ça avait été 2, et mes 2 dégâts à un lieu ou à un personnage, clairement, ça aurait peut-être été joué. J'aurais quand même préféré le pistolet à plasma parce que ça coûtait... Ouais, tu me diras non, ça coûtait 2 aussi, donc ouais, non, ça aurait été mieux celui-là, clairement. Mais ça aurait été un peu trop fort, ça aurait été un bon gros quand même coup de power clip pour le coup. Mais là, tel quel, il faut défausser une carte. C'est ça le gros problème. Il faut défausser une carte et on n'a pas envie de défausser des cartes pour mettre de dégâts. En fait, cette carte vous propose de transformer une carte en main en un baboum. Littéralement. C'est-à-dire, vous l'inclinez et vous défaussez une carte, vous pillez de d'encre et vous mettez de dégâts à un personnage en lieu, c'est baboum. Donc, un générateur de baboum dans votre main, bah, c'est pas ouf. On aurait préféré un générateur, je sais pas, de tuer la bête ou des trucs comme ça. Mais non, là, tel quel, je vois pas ça être joué du tout. Malheureusement. On aurait préféré le pistolet à plasma. Enfin, je pense qu'on préfère le pistolet à plasma dans toutes les situations. Et déjà qu'on le joue pas, même en deck bête, verte, avec du gris. Bref, il n'y a vraiment aucun avenir pour cette carte, je pense. Le Prince Philippe, alors c'est assez intéressant comme carte. En fait, au début, j'avais vu que c'était que les héros. Donc je me suis dit, ah, c'est moins ouf. Et en fait, les héros, il y en a beaucoup dans l'Arcana. Pour 4, 3, 4 de l'or, c'est un peu comme Aurore en alter du chapitre 1. La différence, c'est qu'il coûte un peu moins cher, qu'il n'a pas vraiment les mêmes stats, qu'il n'est pas ancrable, parce que c'est émeraude, hein, faut pas déconner. Et aussi que ça marche que sur les héros. Donc c'est quand même pas mal de trucs en moins. Maintenant, il fait ça dans une couleur qui a intérêt à avoir du hors d'atteinte, parce que on a déjà beaucoup d'insaisissables de base, et on le sait, des insaisissables hors d'atteinte, ça commence à être très compliqué à gérer.
Même en dehors de ça, du coup, maintenant, on peut commencer à avoir des decks qui vont essayer de jouer T1 Robin des Bois, T2 Bucky, T3 Robin 3, T4 Prince Philippe pour lui donner hors d'atteinte, T5 un autre personnage héros avec beaucoup de lore. Bref, il y a des trucs à faire avec. Euh, Maintenant, faut voir. En gris vert, peut-être. Je pense qu'en gris vert, c'est là où tu as plus de chances de le jouer parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Je crois que la bête grise légendaire est héros aussi, héros tragique, ça serait logique qu'elle soit héros. Donc pareil, ça pourrait être le T5 super intéressant, la bête héros tragique, bah voilà. Si jamais tu joues un truc un peu comme ça, bah clairement, le Zeus en face, il va pas le jouer, hein. Il va être un peu triste. Donc à voir. Le problème c'est que Prince Philippe lui-même ne gagne pas Ward parce que c'est les autres personnages héros. Et du coup, si on le gère lui, le reste s'écroule, etc. Donc c'est un peu comme Aurore, c'est pour ça que c'est plus trop joué. À mon avis, ce sera pas joué. Parce que non ancrable, parce qu'il n'est pas protégé lui-même. Il y a trop de choses qui sont compliquées pour lui, je pense. Les deux dernières cartes, on commence par Dingo, la numéro 24. Dingo, 3-4 de l'or pour 4 non ancrables. Quand on joue un personnage avec Rempart, on redresse this character, ça parle bien de Dingo. Attention, je le rappelle, quand on parle de this character dans une carte, on parle toujours de cette carte-là, elle-même. Sinon, il y aurait un truc choose avant, etc. Si jamais il n'y a rien qui est marqué avant, voilà, c'est vraiment ce dingo qui se redresse quand vous jouez un rempart. En plus, ça aurait été bizarre de redresser le rempart que tu viens de jouer et qui part pas à l'aventure. Vous voyez, vraiment, le texte, il n'aurait aucun sens. Donc, dingo qui se redresse quand vous jouez un rempart, c'est un mousquetaire. Donc, le deck mousquetaire qui continue de gagner quelques petites cartes par-ci par-là. C'est intéressant. Et à noter que, du coup, ce dingo, il peut partir à l'aventure. Si vous jouez un mousquetaire derrière, il se redresse, comme ça vous êtes tranquille. Bon. De toute façon, vous jouez un rempart pour redresser ce dingo. Donc le rempart aurait protégé ce dingo. Donc je trouve la capacité un peu redondante. Et du coup, je peux en être très fan, d'autant plus qu'au niveau des stats, il est pas ouf ce dingo. Alors certes, il est toujours meilleur que la fameuse reine bleue du chapitre 1, qui a les mêmes stats, mais juste pas de capacité. Hein. Mais au moins, elle est ancrable. Dingo n'est pas ancrable. Et ça, c'est vraiment un problème. Et la dernière carte qui est super intéressante, une Jasmine italienne, 5 non ancrables, 3-3 de l'or. On va beaucoup la comparer à Lucifer en émeraude parce qu'elle a une capacité très intéressante. Quand elle part à l'aventure ou quand elle est jouée, l'adversaire doit choisir et défausser une carte de sa main. Du coup, c'est une sorte de Lucifer, sauf qu'elle va pas pouvoir enlever 2 cartes si l'adversaire n'a pas de carte action. Mais elle a de meilleures stats. Et elle peut faire ça plusieurs fois, parce qu'elle a fait une fois en entrant en jeu et une deuxième fois derrière. Donc potentiellement on peut enlever 2 actions à l'adversaire s'il lui reste que ça en main, voilà, ou au moins 2 cartes. En gros, si elle n'est pas gérée le tour où elle arrive en jeu, elle va faire mieux que Lucifer, mais avec un tour de décalage. Donc à voir, moi je la trouve assez intéressante. De manière générale, c'est un peu comme Daisy, c'est-à-dire les personnages qui défaussent des cartes à l'adversaire quand il s'incline. C'est vachement fort parce que si on les gère pas, ils vont vous vider votre main beaucoup trop vite et vous allez vous retrouver dans la panade. Maintenant, 3-3 de l'or, c'est des bonnes stats derrière, c'est mieux que Lucifer. Je crois que c'est un peu en deçà de Daisy. Daisy, je crois qu'elle a 4 de vie, non? Ou un truc comme ça. J'ai un doute là-dessus, je regarde vite fait, hein, encore une fois j'ai à côté. Ah non, elle est 2-3, ok, j'ai rien dit. Non, elle a même de meilleures stats que Daisy, donc bah clairement, Jasmine, super intéressante, bon ajout pour les decks défauts, je pense que ça peut clairement remplacer nos amis les Lucifer. Donc à voir. Et voilà, on a mis pas mal de temps, et encore, je trouve qu'on s'en sort bien, parce que quand j'ai vu le temps s'amonceler, alors que j'étais encore à la 10ème carte, je me suis dit que ça allait être une catastrophe. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, de mon côté, donc, je vais préparer un petit peu tout ce qui est live qui vont arriver, j'espère que ça va vous plaire, tout le contenu qui arrive. Là, vraiment, beaucoup de contenu, hein, incessamment sous peu, entre les VOD YouTube, les lives et les VOD YouTube qui suivent les lives, les analyses de cartes, etc. On a plein de choses à se dire. Je prépare aussi 2-3 autres petites choses, hein, encore une fois, j'ai pas oublié, encore une fois, merci beaucoup pour les 1500 abonnés, c'est vraiment très cool. Je suis en train de préparer 2-3 petits trucs. Je suis aussi en train de préparer une vidéo avec un très bon judge lyonnais, que certains connaîtront peut-être, mais dont je tairai le nom pour l'instant. Mais on va essayer de faire En fait, il y a 2 grosses vidéos que je vais faire avant l'île. La première, c'est une vidéo de récap des changements de règles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui traînent sur Internet, qui ont été dites en live, des fois par moi ou des fois par d'autres gens. Bref, beaucoup de faux amis ou de fausses idées. Donc on va mettre ça au clair avec quelqu'un qui connaît vraiment bien les règles et qui va nous montrer les paragraphes 1 à 1 qui montrent comment ça marche. Mais il faut aussi que je fasse une vidéo pour l'île, pour la préparation pour l'île, qui va être une sorte de remake de la vidéo des 10 conseils, mais avec des conseils supplémentaires liés au fait que ce soit à l'île et liés au fait que ce soit en BO2. On a pas mal de choses à faire d'ici le mois de mai. Et en plus de ça, évidemment,
À partir de mi-mai, c'est la folie, tout le chapitre est révélé. On aura, voilà, comme d'hab, je pense pas faire de vidéo où il y aura toutes les révélations. Si jamais il y a 50 cartes qui sont faites d'un coup, ça sera horrible. Par contre, clairement, la tristesse, c'est que ce coup-ci, je ne serai pas présent aux avant-premières lyonnaises. Donc, parce que j'aurai plein de choses à faire, et d'ailleurs, il y a Lille, et derrière, il y a plein de trucs de prévus et tout. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a énormément d'events prévus en mai. Pas mal de contenu prévu en mai. Et en juin, ça ne s'arrête pas. Et c'est ça qui est cool. Donc, restez bien connectés sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à suivre les différents réseaux que vous trouverez en description. Clairement, on va essayer d'être actif partout. Et restez aux affûts. Je suis en train de travailler sur un petit Discord communautaire pour tout le contenu qu'on fait ici et d'autres trucs que je fais à côté. Donc, voilà. Restez aux aguets. 40 minutes de vidéo. On aura dépassé les 40 minutes de quelques secondes. Tant pis. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.